Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, nous recevons l'avocate Sylvie Topalov. Peggy, je te laisse la présenter. Sylvie Topalov, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, inscrite au barreau de Paris depuis 1976. Votre première spécialisation a été le droit de la famille, à une époque où vous étiez l'un des fers de lance de la section féminine du mouvement d'action judiciaire, une organisation d'extrême gauche fondée au lendemain de mai 68. Cet engagement vous fera notamment organiser des voyages à Amsterdam pour permettre aux femmes d'avorter avant la loi Veil. Et comme vous le dites dans un portrait que Baudouin Échappasse du Point vous a consacré en mai dernier, je me rends compte rétrospectivement que si je suis devenue avocate, c'est pour porter la voix des femmes dans les prétoires. Vous vous orientez ensuite dans le droit social, et dans les années 90, la défense de travailleurs maliens sans papier, souffrant de graves pathologies pulmonaires, vous fait comprendre que s'ils sont si malades, c'est parce qu'ils ont inhalé des poussières toxiques sur le chantier de décontamination du campus de Jussieu, où ils étaient employés. Donc c'est ce dossier de l'amiante qui vous fait travailler avec Jean-Paul Tessonnière en 1996, avec qui vous vous attelez à obtenir des réparations civiles, mais aussi des sanctions pénales contre les responsables de cette catastrophe sanitaire, à l'origine de 2 à 3 000 cancers mortels par an. En 2002, vous fondez un cabinet commun, donc le cabinet TTLA, pour Tessonnière, Topalov, Laforgue, Andreu, qui se concentre sur la défense des victimes du travail dans tous les domaines de l'industrie, en lien étroit avec les syndicats et les associations de défense des victimes. Ce cabinet compte aujourd'hui 12 associés et une quarantaine de salariés répartis entre Paris et Marseille. En plus du dossier de l'amiante, vous avez plaidé dans nombre de grands procès de notre époque, comme celui de France Télécom, du Mediator, d'AZF. Et aujourd'hui, vous faites partie des avocats des parties civiles au procès des attentats du 13 novembre, où vous représentez 19 clients, dont les familles de 15 victimes, dont 3 sont décédées. Et je laisse Laetitia ouvrir notre entretien. Sylvie Topalov, bonjour. Dans le portrait que Le Point vous a consacré en mai dernier, vous avez dit vous être plongé dans ce dossier avec l'objectif de faire entendre la parole de ceux qui n'ont pas voix au chapitre et avoir la volonté de faire du procès historique du Bataclan un moment où nous réfléchirons à la question de savoir ce qu'est devenu notre pays. Alors pouvez-vous nous en dire plus ? Qui n'a pas voix au chapitre et pourquoi ? Et en quoi ce procès peut-il nous aider à réfléchir à la question de savoir ce qu'est devenu notre pays ? Bien, écoutez, la première chose que je dirais, c'est que ces quelques semaines déjà de procès me confirment dans l'idée que même si ce drame de cette soirée, de ces attentats successifs du 13 novembre 2015 ont évidemment considérablement frappé l'opinion publique, eh bien en réalité, j'ai envie de dire que au fond, nous ne savions rien. C'est-à-dire qu'après plusieurs semaines, je crois qu'on est à la 4e semaine d'audition des parties civiles, quand ces gens viennent raconter ce qui s'est réellement passé, on s'aperçoit que nous n'avons pas pris la mesure de ce que ce drame avait pu avoir comme conséquence sur la vie des gens. Et qu'au fond, on se rend compte que 6 ans après, bien sûr, les choses se sont réparées, mais je veux dire, personne ne tient debout. On voit des gens qui, comme certains se présentent, sans blessure apparente, et qui sont des vies littéralement désormais habitées par la peur, par l'angoisse, et que c'est un drame qui va durer longtemps encore, et je crois que c'était vraiment important que la société civile, comme on dit, que l'opinion publique entende cela, c'est-à-dire que les gens puissent, quand je parle de ceux qui n'ont pas la parole, oui, je parle de ces victimes qui peuvent aujourd'hui dans l'enceinte judiciaire, après le bruit des armes, puissent avec des mots venir nous dire à la fois ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent encore aujourd'hui. Et je dois dire que l'expérience que je fais dans ces jours d'audience est une expérience humaine absolument incroyable. C'est-à-dire que on entend des choses d'une émotion, d'une force absolument incroyable. Il y a vraiment des gens dont je me dis, mais je n'oublierai jamais ces visages. C'est-à-dire que ce sont des gens qui souffrent encore et qui
avec des mots, essaye de se sortir de cette douleur pour qu'elle soit partagée, pour qu'elle ait du sens et pour que les gens se rendent compte que ce drame n'est pas derrière nous, qu'il peut se reproduire et que c'est véritablement dévastateur. Je vous donne une idée qui me traverse depuis ces quelques jours, c'est que pour dire la gravité de ce qui s'est passé ce soir-là, tout le monde fait référence à la métaphore de la guerre. C'est-à-dire que c'était des vies. On est dans un moment de gaieté, d'euphorie, de danse, bon, toutes ces choses de concert de rock'n'roll qui ne me disent pas grand-chose à moi, mais enfin, je finis par comprendre ce que ça peut recouvrir comme réalité. Et tout à coup, c'est des gens qui ne sont préparés à rien, puisque ce sont des gens qui pensent ne pas avoir d'ennemis. C'est des gens qui aiment l'humanité. Et donc, ils sont saisis dans l'intimité de l'euphorie, de la légèreté de l'existence. Ils sont frappés avec une violence que tout le monde dit, tout d'un coup, ils sont plongés dans la guerre. Mais la guerre, c'est pas ça. La guerre, elle est annoncée. La guerre, en général, même quand elle s'en prend à des civils, ne les prend pas de face. C'est-à-dire que même dans une exécution, même dans une condamnation à mort, on bande les yeux du condamné. Mais là, des gens qui mitraillent, des gens sans défense et qui sont à terre et qui continuent de les exécuter, comme au Bataclan, des gens qui vont rester pendant 2 heures. Et chacun a des mots pour dire ce qu'est le silence de la mort. C'est effroyable ce qui s'est passé. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose dont on n'avait pas pris toute la mesure. Alors, tout le monde a en tête le Bataclan, les tirs, etc. Mais vous imaginez ce que c'est de vivre 2 heures avec des gens qui respirent dans votre cou et tout d'un coup la respiration s'arrête. Enfin, on a eu des récits, mais incroyables. Et c'est extraordinaire, on s'aperçoit ce que peut être la force des mots. Les gens disent, on est très respectueux, le président ne montre pas d'image. C'est vrai, il n'y a pas d'image, mais ce que les gens disent, j'ai presque envie de dire, c'est presque plus fort émotionnellement que les images. Il y a des silences parfois entre les mots où on est saisi, quoi. Et ce moment, je crois vraiment que c'est important pour les gens de pouvoir le dire, hein, peut-être pour que quelque chose se ferme, je ne sais pas, et qu'il y ait des gens pour l'entendre. Et qu'il y ait, là, pour le coup, moi qui ai tendance à être très sévère avec les magistrats, un président de cour d'assises qui est extraordinaire, qui est capable de rester 8 heures dans une écoute bienveillante, avec juste de temps en temps la tête qui penche un peu, qui accompagne ça. C'est un moment humainement assez extraordinaire. Alors justement, quelle est la différence entre la vérité, donc la vérité, voilà, l'attentat ne fait aucun doute pour personne, et la vérité judiciaire, est-ce qu'elle a une utilité particulière pour les victimes ? Et n'y a-t-il pas des cas où les victimes en attendent trop de la justice ? Par exemple, la réparation totale, psychique et matérielle du préjudice. Oui, vous avez raison. C'est une des grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous, par exemple, au cabinet, dans la défense des victimes. C'est-à-dire que, évidemment, la question de la réparation est extrêmement complexe. On est passé en France à des réparations symboliques, à des réparations financières, et puis à un côté, jamais assez, si vous voulez. Donc, il faut... Mais là, si vous voulez, c'est un procès où il n'est pas question de réparation financière, puisque la cour d'assises n'est compétente que pour statuer sur la responsabilité pénale des accusés. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'interférence. Mais je crois que les gens ont envie de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces gens, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça bascule. C'est quand même très, très impressionnant d'entendre tout ça, en plus devant 13... Enfin, ils sont 11 dans le box. Ce sont des êtres humains. C'est-à-dire que quand on croise leur regard, c'est quand même assez impressionnant que dans la même salle d'audience se côtoie cette douleur infinie qui croise le regard de quelqu'un qui a une responsabilité dans tout ça. Donc, la force de ce qui se passe à ce moment-là est très grande. Et évidemment, alors, sur les 11, si vous voulez, il y en a 2 quand même qui contestent leur responsabilité, qui soutiennent, c'est assez normal, qui considèrent,
C'est assez normal. Bon, il peut y avoir effectivement des innocents dans un box. C'est le principe de l'état de droit, c'est qu'on va construire la vérité judiciaire qui va permettre d'entrer en voie de condamnation. Mais il y a donc 2 d'entre eux contestent farouchement l'appartenance à une association terroriste, ou l'autre, s'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, mais c'est très intéressant, il lui est reproché d'avoir procuré des faux papiers. Il reconnaît les faux papiers. Oui, j'ai fait des faux papiers. Mais pas un instant, j'ai pensé que c'était dans le cadre d'une organisation terroriste. Donc là, si vous voulez, il dit, ça fait 6 ans que je suis en prison. J'ai horreur de ça. Enfin, tout ce qu'il m'a raconté, je peux plus le supporter, arrêter. Enfin, il va par moments jusqu'à demander des excuses. Mais là, et un autre également qui dit, lui, je suis le frère du grand organisateur Oussama Attar, je suis son frère. Moi, c'est pas lui, quoi. Donc, le débat est extrêmement intéressant parce que on est évidemment chancelant. C'est-à-dire que, moi, je sais ce qu'il y a dans le dossier contre eux, mais tout d'un coup, on examine les faits différemment et quelle vérité judiciaire va surgir de cette confrontation? C'est vraiment passionnant parce que tout d'un coup, on ne peut pas ne pas être un instant ébranlé, de regarder le dossier à nouveau à la lumière de ces déclarations d'innocence et de confronter ces déclarations à ce qu'on a comme élément matériel. Et c'est là, si vous voulez, qu'on survient cette chose effarante qui est quand même la taqiyya, c'est-à-dire l'art de la dissimulation dans l'islam, qui est une perturbation pour tout le monde, parce qu'on est constamment rattrapé. Enfin, l'art de la dissimulation qui se pratique dans toutes les enceintes judiciaires. Là, si vous voulez, on est avec des gens qui ont théorisé cela et qui peuvent le mettre en avant comme pratique pour se défendre. C'est extraordinairement déstabilisant parce que à chaque fois qu'on se dit, il faut pas oublier que ça peut être une pratique de... Et à ce moment-là, ça veut dire que la parole humaine n'a plus de sens. Donc c'est infiniment... Donc c'est pour ça, comprendre, c'est aussi, par exemple, on nous explique un concept comme celui-là. Qu'est-ce que c'est que cette taqiyya? Alors justement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'art de la dissimulation. C'est-à-dire, je vais entrer dans la société, m'intégrer, dissimuler ce que je suis réellement. Voilà. Donc, par exemple, j'en donne un exemple sous couvert du travail qu'a fait Hugo Micheron, qui est un sociologue qui a écrit un livre extrêmement intéressant sur le travail qu'il fait en prison sur les femmes, notamment arrêtées, qui sont en détention qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme. Et, par exemple, elles sont capables de décoller les cheveux, de se coiffer, etc., de passer pour des femmes tout à fait normales, etc. Alors qu'en réalité, quand on va surprendre un échange de correspondance ou un échange verbal, en réalité, elles ont intégrer le fait qu'il fallait être capable de se dissimuler pour mieux contourner et l'état de droit et la société occidentale, etc. Donc, c'est extrêmement perturbant parce qu'on a l'impression que là, si vous voulez, il y a une rupture avec... Le lien humain est rompu. Si à chaque fois que quelqu'un vous parle, on se dit... Oui, il est peut-être en train de... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, donc, vous voyez qu'on est dans un procès où on va toucher à la question de l'islam. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans cette religion? Notamment cela. Donc, voilà. Je prends peut-être un petit bout de la lorgnette, mais enfin, on voit bien qu'on va aborder à la fois les questions religieuses, les questions politiques, et en même temps, les personnalités de chacun. Qui sont-ils? Qu'est-ce que c'est que ce Molenbeek? Vous savez que le 22 mars 2016, il y a un attentat à l'aéroport et au métro de Bruxelles. Oui. 32 morts. Ce qui est un échec effrayant des autorités belges quand même, puisque Abdeslam est en fuite, et on sait que c'est Abdeslam depuis le 18 novembre 2015. Pendant 4 mois, il se cache à Molenbeek, ou dans la commune à côté. C'est pas possible. Ils ont le nom, ils ont la commune. Il n'est pas allé à 1000 km, il n'est pas retourné en Syrie. Non, il n'était jamais allé en Syrie. Il s'est pas éloigné pour faire... Ils étaient dans des caches à proximité de Molenbeek. Et on ne les a pas trouvés. Ils ont déménagé 4 fois. Enfin, ils ont déménagé, mais au vu, au su. Et en plus,
il faut les nourrir. Une planque, c'est très... Non seulement ça demande beaucoup d'argent, mais ça demande d'aller tous les jours s'occuper de leur linge, leur amener des trucs, amener à manger, etc. C'est toute une organisation. Donc, ça veut dire qu'il y a un quartier qui a couvert et qu'on n'a pas été foutu de les trouver. Et on n'a pas été foutu de les trouver, ça a donné un attentat avec 32 morts 4 mois après. Donc, c'est quand même une chose absolument effarante. Alors, pour commémorer l'attentat du 22 mars 2016, dans l'église de Molenbeek, il y a eu une cérémonie œcuménique avec l'imam. On a fait une espèce de banquet républicain. Et l'imam a commencé par Allahu Akbar. Vous dites, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, évidemment, il voulait dire Allahu Akbar, en réalité, c'est un discours de paix, etc. Enfin, c'est jusqu'où on peut aller dans l'ouverture à l'autre et l'aveuglement. Alors, dans un premier temps, on se dit, oui, finalement, c'est peut-être sympathique. Oui, tous les musulmans sont pas... On va faire une cérémonie commune. Mais, enfin, il y a un aveuglement qui est quand même terrible. Mais cet aveuglement, je peux pas utiliser ce mot-là, mais il faut reconnaître que dans toutes ces victimes, je crois qu'on en a entendu 120. Enfin, on entend 12 par jour. Hein. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des moments d'ennui, d'ailleurs. Il y a des moments où on se dit, on a honte parce qu'on s'ennuie, mais... non, mais c'est vrai, parce qu'on se dit, non, c'est pas possible, il ne faut pas ennuyer, c'est extrêmement grave, etc. Donc, il faut tout le temps se secouer. Donc, on est dans l'ennui, puis tout d'un coup, il y a une phrase qui jaillit, et tout d'un coup, on est dans la réalité des choses. Mais ce qui me fascine, mais vraiment, c'est l'absence de colère, de rage. Jusqu'à présent, il y en a un qui est arrivé en disant, bande de merde, quoi. C'était qui ? Il n'a pas voulu qu'on donne son nom, il s'appelle Olivier. D'accord. Il a été exceptionnel, mais exceptionnel. Je peux pas Il est arrivé et il a dit, vous des combattants, vous êtes des petites merdes au cerveau cramé par le cannabis, des guerriers. Vraiment, vous êtes des pauvres mecs qui veulent se donner une grande... Enfin, absolument incroyable. Et il a fait une chose inouïe. Il a levé son bras et avec ses doigts, il a fait comme si c'était une arme. Il a dit, vous savez ce que c'est cette coup de Kalachnikov? Il a fait boum, boum, boum. 7 fois. 7 fois, on a tous été... transi. Et il les a injuriés, quoi. Et à un moment, l'avocate est intervenue en disant « C'est insupportable, etc. » Ce qui est normal, je me moque d'elle, là, mais bon. C'était assez normal qu'elle proteste, pas d'injures, on est là, la parole est organisée, etc. Et là, il la pointe du doigt, il lui dit « Dites donc, vous faites attention, hein, parce que les avocats, en général, choisissez bien vos clients, parce que les avocats ont tendance à ressembler à leurs clients. » Donc évidemment, tout le monde grimpe au rideau, mais vraiment un homme hors de lui. Mais il y en a eu un. Les gens quand ils ne disent pas vous n'aurez pas ma haine, c'est quand même un truc. Ah bon, vous n'aurez pas ma haine, vraiment c'est magnifique. Mais bon voilà, je leur pardonnerai jamais ou ne leur pardonnez pas. Le dialogue avec eux, il faut pas l'accepter, donner les peines plus sévères, mais jamais quelque chose. C'est-à-dire que les gens veulent prouver combien ils ne leur ressemblent pas. Et la façon la plus belle de prouver qu'ils ne leur ressemblent pas, c'est leur force morale, leur valeur. Et pour moi, vous continuez d'être un être humain. Et voilà. Bon, donc, ce sont les victimes, quoi. Il y a une fille qui s'appelle Maëlle, elle a 40 ans. Elle est restée 2 heures avec la joue qui est arrivée dans le cou. Elle s'arrachait les dents parce qu'elle sentait qu'elle avalait les dents. Et ça la faisait tousser, il fallait pas qu'elle fasse de bruit. Son mari est mort. Elle est restée 2 heures comme ça. C'est admirable. On peut pas ne pas saluer. C'est ça aussi qui est très beau, quand je dis, c'est pas seulement en tant qu'avocate, mais en tant qu'être humain, je suis très très impressionné par ces gens. C'est quand même assez beau d'échapper à la vengeance. Ce que je comprends moins bien, c'est comment ils échappent à la rage et à la colère, quoi. Il y a quand même la force du lieu, ou puis de temps en temps, on aimerait bien qu'ils soient un peu plus en colère, quoi. De temps en temps, c'est pas possible, quoi. Non, vous êtes trop gentil. Par exemple, il y a un type qui dit cette phrase extraordinaire, il dit « Ah ben, 1 semaine après, je suis allé au concert, parce que c'est quand même pas eux qui vont gagner. » Je n'en ai rien à foutre que tu ailles au concert. Non mais retournons tous au concert. Mais vous avez perdu, je suis allé au concert. Vous avez perdu, je suis allé au concert la semaine dernière. Bon d'accord, non mais c'est pas ça qui se passe. Donc on aimerait aussi que, voilà, on prenne la dimension politique de ce qui se passe. Et alors pour en revenir au procès lui-même,
Comment ça se déroule? Parce que c'est un très grand procès en termes d'organisation. Et est-ce que vous auriez une anecdote à partager avec nous? Oui, toute personne qui a subi un préjudice de fait de ces attentats est fondée, recevable à se constituer partie civile. Il y a des gens qui sont constitués depuis fort longtemps, depuis le début de la procédure. Il y a des gens qui se sont constitués pendant l'instruction. Et puis il y a des gens qui sont arrivés le premier jour en disant « Moi aussi, j'ai été victime. » Et bon, d'accord. Donc on a, je sais pas, on doit être à 150. Et tous les jours, il y a des gens qui arrivent en disant « Je me constitue partie civile. » Bon, très bien. Et donc, président absolument adorable. Nous, on est affolés en disant « Jusqu'où ça va aller ?» En plus, il n'y a pas d'objectif financier. Donc, simplement, les gens veulent qu'ils soient reconnus qu'ils ont été victimes. C'est peut-être pas très élégant de me moquer de ça, mais enfin bon. Un couple arrive. Alors voilà, nous avons subi un préjudice. Alors, ah bon, et alors qu'est-ce qui va arriver? Ben écoutez, on a loué notre appartement Airbnb la veille aux terroristes. Oui, d'accord. Alors, ils ont laissé du désordre ou... Ah non, pas du tout. Bah oui, alors, quel est le préjudice que vous avez subi? Ah ben non, mais on se sent horriblement coupable. Bon. Voilà, pour ça répondre d'une certaine façon à votre question, peut-être que ça ouvre des vocations. Bon, c'est pas très élégant de ma part de me moquer de ça, mais enfin, on voit bien que ça peut créer un trouble chez des gens qui ont approché et qui veulent leur moment de célébrité, quoi, même quelques minutes à la barre d'un tribunal pour dire ils ont habité chez moi. Mais c'est vrai que en termes d'organisation, c'est énorme. Et ça, moi, j'étais totalement affolée parce que je me dis, mais je crois qu'on est 300 avocats du côté des parties civiles. Je vois à peu près pas comment il va y avoir une discipline dans ce milieu invraisemblablement individualiste. Comment ils vont arriver? Vous avez jamais prise sur un avocat. Si vous lui dites, je passe avant vous, disons, je passe avant de vous. Il y a personne pour trancher. Donc, de toute façon, c'est le rapport de force constant. Et c'est quand même on est tous un peu, oui, je sais pas ce qu'on est. Oui, on a envie d'exister comme tout le monde. Mais alors, dans une enceinte de justice. Et en fait, il se passe ce qui se passe dans tous les procès, même quand il y a beaucoup d'avocats. Au bout du compte, il reste une poignée de gens qui ont travaillé le dossier, qui vont rester là 8 mois, etc. Voilà. On commence par des masses énormes, et puis petit à petit, chacun est à sa place, chacun joue le jeu, comprend qu'il ne peut pas prendre la parole trop longtemps parce que l'autre ne pourra pas la prendre, et donc le lendemain, il ne pourra pas non plus. Donc les choses, finalement, se sont extrêmement bien organisées. Il n'y a eu aucun dysfonctionnement. Mais nous ne sommes pas dans l'affrontement. Puisque là, les policiers sont venus expliquer ce qui s'était passé, rappeler leurs constatations matérielles pour qu'on comprenne bien comment les choses se sont passées. Le policier de là-bas qui arrive 10 minutes après. Tout le monde croyait que les gens étaient restés pendant 2 heures sans aucun secours. C'était pas vrai, donc il y avait des choses comme ça qu'il fallait rétablir. Mais on n'a pas encore examiné les faits avec les accusés. En gros, pour l'instant, le président leur a demandé au bout de 3 jours comment est-ce qu'ils se positionnaient chacun par rapport à ce procès, par rapport au fait qu'il leur a été reproché. Et donc, on a eu quand même, ceux qui ont dit je suis innocent, celui qui dit je vous parlerai plus tard, l'autre qui a dit je suis soldat de Dieu, etc. Bon, donc au moins on sait où on va là, mais c'est tout. Donc le début novembre, la confrontation va commencer. C'est-à-dire que là, on va avoir leur personnalité, ils vont devoir poser... Ils n'ont pas répondu à la moindre question pour l'instant, puisque ça a été le moment des victimes. Comment est-ce que la prise en compte du terrorisme a évolué dans la société? Et est-ce que vous estimez, comme Françoise Rudiesky, qui était créatrice de SOS Attentats dans les années 80, que la prise en charge et le suivi des victimes d'attentats par l'État est déficiente? Déficiente? J'aime beaucoup cette femme. Elle est là tous les jours, hein, sur sa chaise roulante. Hein. Ça aussi, on pourrait dire que de simple fait, les choses ont changé. Cette solidarité quand même entre les victimes, sa présence là, témoigne du fait quand même que les choses ont changé. Bon, le dispositif n'est pas complètement satisfaisant, mais quand même, il y a un système de solidarité nationale. Alors, il y a des situations conflictuelles où il a fallu aller plaider. Souvent, les victimes se sont plaintes de la façon dont les expertises avaient lieu, se sont plaintes des psychiatres, de ne pas avoir une écoute suffisante. Mais on a quand même un fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme. Ça veut dire que
tout le monde a droit à une réparation par la collectivité, c'est-à-dire par l'État français. Donc, le pas est gigantesque. Et c'est elle qui a ouvert cette voie. Elle a vraiment fait un travail absolument exceptionnel. On lui doit tout ça. Alors, par rapport aux objectifs, il y a des choses à parfaire, mais les progrès, quant à la prise en charge, à mon avis, quand même, ont été... on fait des pas de géant ces dernières années, quand même. Mais je comprends, souvent, si vous voulez, quand vous avez un client qui va à une expertise médicale, qui se passe mal, où on se met à contester... Alors, comme a indiqué le président, il faut quand même savoir qu'il y a 17 personnes qui ont été condamnées par un tribunal correctionnel parce que ce n'étaient pas des vraies victimes. Hein. Il y a quand même des timbrés qui ont entendu ça à la radio, qui ont foncé au Bataclan, qui sont mis devant la porte et qui ont dit « je sors ». Enfin, l'âme humaine est insondable, hein, quand même. Donc, alors, évidemment, le président, pour excuser les errements ou les comportements des uns et des autres, a dit, mais enfin, il ne faut pas oublier que les fonctionnaires ont été confrontés quand même à des situations de mensonge, qui fait que, nécessairement, après, on va dire, vous étiez au Bataclan, vous avez le ticket. Il y a des gens, vous leur dites, vous avez le ticket, vous foutez de moi, quoi. Comment ça, vous me demandez le ticket? Enfin, évidemment, on comprend bien que quand on a été victime d'une telle folie meurtrière, qu'il y ait un fonctionnaire en face qui vous dit « vous avez gardé le ticket », peut paraître totalement folle. Mais enfin, il y a aussi les nécessités, à partir du moment où on a quand même donné beaucoup d'argent, 1700 victimes, je crois. Évidemment, il y avait des critères qui exigeaient qu'on vérifie un certain nombre de choses. Mais je crois qu'effectivement, il y a eu... l'exemple que je donnerais de dysfonctionnement épouvantable, c'est l'Institut médico-légal et la façon dont les choses ont été annoncées. Parce que à la douleur, c'est ajouté qu'il a été très, très, très difficile d'identifier les corps. Et ça veut dire très difficile. Ils ont eu beaucoup de temps à savoir qui était pas là. Donc, il y avait des homonymies. Il y avait une femme qui avait mis son manteau sur une autre qui était en train de mourir. Ensuite, quand la police est arrivée, on a cru que c'était celle-là que les papiers qu'on a trouvés dans sa poche appartenaient au corps. Donc, il y a eu des malentendus, des gens à qui on a dit mais non, il n'est pas mort, alors qu'il était mort, des gens à qui on a dit il est mort, mais non, enfin bon. Nécessairement, on n'était quand même pas préparé à avoir 81 cadavres à l'Institut médico-légal. Et à l'Institut médico-légal, ça a été un cauchemar. Les gens ont eu 5 minutes derrière une vitre pour voir leur mort. Bon. Alors le directeur de l'Institut médico-légal s'est pris une volée de bois vert absolument épouvantable. Il n'avait qu'une seule chose à dire, c'est on n'était pas préparés, on n'était pas assez nombreux, on a fait ce qu'on a pu. Il y a des gens à qui on a dit, dites donc, les 18 heures là, vous sortez, donc, et derrière une vitre. Donc ce sont des dysfonctionnements qui me paraissent être plus liés à la violence et à l'étendue de ce massacre, auquel évidemment la société n'est pas préparée. Mais je dirais quand même que les dysfonctionnements sont assez, j'ai envie de dire, secondaires. Si on voit ce qui s'est passé au moment de l'assaut, où la BRI rentre et ne fait aucun mort et aucun blessé, ça tient du miracle. Hein. Il y a cet échange qui a été retenu, qui a été raconté par un policier, par le chef de la BRI. La décision politique est prise de l'assaut, donc on ne sait pas combien de personnes qui sont prises en otage. Donc à minuit 18, c'est-à-dire tout le monde s'est plaint de ces 2 heures, c'est vrai que c'est... Mais enfin, à minuit 18, la décision politique est prise, le préfet de police transmet à la BRI, et il a ces mots incroyables. Vous pensez que ça va bien se passer? Le chef de la BRI répond non. Et le préfet lui répond ok, allez-y. C'est quand même des phrases... c'est aussi ça le mérite de ce procès. De se dire que voilà, il y a des gens qui ont été exceptionnels, notamment la BRI. Alors, si vous le voulez bien, on va passer au procès France Télécom. Vous avez représenté 13 parties civiles et le syndicat Sud lors de ce procès, qui s'est tenu fin 2019. L'entreprise était accusée d'avoir transformé son organisation à marche forcée entre 2007 et 2010 en incitant les salariés à changer de poste, de métier ou même à quitter l'entreprise en utilisant des méthodes extrêmement déstabilisantes. Vous avez alors obtenu la première condamnation pénale de cadre dirigeant d'entreprise pour harcèlement moral institutionnel
un tournant dans le droit pénal. Alors pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce que cela change du point de vue du droit et pour les employés? Et est-ce que vous êtes contente de ce jugement? Ah oui, vraiment, c'était une victoire extrêmement impressionnante. Parce que je dois la vérité de dire que en 2009, quand c'est survenu ce scandale des suicides à France Télécom, et que ces syndicalistes sont venus nous voir en nous expliquant les méthodes qui étaient employées par la direction pour se séparer de 22 000 salariés pendant une durée de 3 ans sur un effectif de 100 000 salariés. Ce qui nous expliquait paraissait tellement invraisemblable que réunir les preuves, prendre la responsabilité de porter plainte et pour le syndicaliste de signer une plainte pour harcèlement contre, non pas votre chef de bureau qui vous emmerde parce que vous arrivez en retard et qui vous harcèle et qui peut être... Non, contre le PDG d'une entreprise du CAC 40, on a quand même un peu la trouille, quoi, parce qu'on s'est dit, en réalité, la décision, c'est là qu'elle a été prise. Ils partiront, nous ferons ces licenciements de gré ou de force. C'est là qu'il faut taper. C'est là où on a pris la responsabilité d'une décision managériale complètement folle, qui était de dire, plutôt de faire un plan social et de licencier les gens, on va faire ce qu'on appelle des départs naturels. Des départs naturels, ça veut dire quoi des départs naturels? Normalement, c'est des gens qui partent à la retraite. Bon, donc il ne pouvait pas y avoir 22 000 départs à la retraite sur un effectif de 100 000 personnes. Donc naturel, ça voulait dire qu'on allait faire croire que c'était les gens qui voulaient partir. Mais pour faire croire que les gens voulaient partir, ça voulait dire qu'on allait les pousser à partir. Donc on nous a raconté des choses mais tellement incroyables qu'on s'est dit non, là il faut, on va pas faire un petit procès avec 2 personnes et le chef de l'agence à Toulon qui se serait mal conduit, etc. Non, il faut remonter la chaîne des responsabilités. Et donc c'est vrai que je peux pas dire qu'on avait peur, mais en tout cas on a eu le sentiment d'avoir une responsabilité que si on n'était pas capable de rapporter la preuve de ce qu'on avançait, c'était quand même une opération un peu risquée, quoi. Mais je pense qu'on a vraiment eu raison de se dire c'est une décision managériale, c'est pas une politique individuelle, parce que le harcèlement moral, il est toujours vécu entre une relation duel, la victime et son chef de service. Alors maintenant, c'est la victime, et ça peut être son collègue, puisque la jurisprudence a admis qu'il n'y avait pas nécessairement de lien de subordination. Mais là, on passait à autre chose, c'est-à-dire que c'était une politique qui, en elle-même, là pour le coup, contenait un harcèlement systémique. C'est-à-dire le système était mis en place pour provoquer à tous les niveaux de la hiérarchie un harcèlement pour que les gens s'épuisent. Alors là, si vous voulez, il y a des entretiens d'accompagnement au départ. Alors, d'abord, les gens qui travaillent chez France Télécom, c'est des salariés exceptionnels. Les gens de France Télécom, ils sont incroyablement fiers. Ils ont mis le téléphone partout en France. Ils disent, ah bon, oui. Enfin, c'est des gens particulièrement attachés à leur entreprise, quoi. Le facteur, la diffusion du téléphone. Je parle comme si j'étais très vieille, mais ce que je suis. Mais enfin bon, je voyais bien qu'on avait affaire à des gens vraiment très fiers de leur outil de travail. Donc, a priori, ils n'ont pas envie de partir. Donc, quand on leur dit, il faut que tu ailles voir les services d'accompagnement de quoi? Je pas de... Non, alors, faut voir ce que c'était. Dans l'accompagnement, c'est... Mais est-ce que tu es sûr que tu vas faire ta vie à France Télécom non, mais t'as regardé les annonces? Je dis, mais pourquoi je regarderais les annonces? Non, parce qu'ils demandent un maître nageur à la piscine. Enfin, non, mais c'est aussi bête que ce que je dis, quoi. Enfin, ou alors, par exemple, sur votre ordinateur, tous les matins, vous arrivez au boulot à 9h, et là, pendant 10 minutes, vous avez toutes les annonces de travail dans la région. Et les gens, ils disent, non, mais je ne veux pas partir, mais pourquoi? Enfin, donc, c'était cette politique-là qu'il fallait dénoncer. Alors, elle avait été mise en place par le chef d'agence, qui avait organisé les cellules d'accompagnement, etc. Mais c'était le résultat d'une politique menée très haut. Alors, évidemment, là où on a une chance incroyable, c'est que ces 3 dirigeants contre lesquels nous avions nommément porté plainte, parce qu'on voulait surtout pas tomber qu'on nous renvoie au niveau inférieur, enfin cadre ou agent de maîtrise, on les a nommés dans la plainte pour que ce soit bien clair. Mais là où on a eu de la chance, il n'y a pas d'autre mot, c'est que ces gens parlaient.
Et donc, il y a eu une conférence organisée auprès des cadres, et Lombard, qui est un homme certainement dans la vie très sympathique, et certainement, oui, un homme charmant, il se lâche, quoi. Il dit, ben voilà, il va falloir faire 22 000 départs, et s'ils ne sortent pas par la porte, ils sortent par la fenêtre. Enfin, d'une naïveté. Ce qui s'est passé, enfin, au sens figuré. Et ce qui s'est exactement passé. On avait la preuve que ça avait été pensé, réfléchi, mis en place, justifié, et décliné à tous les niveaux de la hiérarchie. Je pense que, voilà, peut-être que la leçon qui a été tirée par les employeurs, c'est que quand on met en place des politiques comme celle-là, on essaye d'enrober un peu les choses, de pas les dire comme et de faire passer un tel message. C'est vrai qu'ils ont vraiment failli, parce qu'ils ont déclaré pour mettre en place leur plan ACT et leur plan NEXT, qui était l'accompagnement social, ils ont fait des déclarations qui se sont évidemment retournées contre eux et qui tenaient sans doute à une certaine maladresse. Ils auraient pu ne pas être si directs et on aurait eu plus de mal à mettre en cause leurs responsabilités. Parce que souvent, c'est moi je ne savais pas, c'est pas à mon niveau que ça s'est passé, etc. Mais là, ils en avaient trop dit d'une certaine façon. Donc ça a été, bon, il a quand même fallu 3 mois de procès, mais 3 mois de procès, là encore, parce que je pense toujours que ces procès, c'est le moment où les victimes peuvent s'exprimer. Donc, je vais pas, c'est difficile de faire des rapprochements, mais là aussi, dans le procès de France Télécom, toute la dimension de témoignage a été vraiment très, très importante, parce que souvent, on a du mal à comprendre que celui qui se suicide pour le travail, c'est en général le meilleur travailleur. C'est celui qui veut bien faire. C'est pas le paresseux qui va se suicider pour non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment celui qui veut que ça marche pour l'entreprise, qui veut y arriver, qui prend chaque nouvelle instruction comme un défi et qui, d'une certaine façon, on pourrait dire, est un trop bon professionnel. C'est-à-dire qui sait pas mettre les limites de sa vie personnelle, etc. Donc on avait là aussi des tragédies de gens qui, à force de vouloir bien faire, s'étaient vraiment tués au travail, mais en portant l'arme contre eux. Et alors justement, comme vous le dites, cette politique a conduit à des suicides et on a parlé d'une vague de suicides à l'époque. Et alors il se trouve que le sociologue Gérald Bronner, que vous devez connaître, a estimé, alors une première fois dans le monde en 2012, puis 2 ans plus tard dans son ouvrage La démocratie des crédules, qu'en fait cette vague de suicides était un mythe médiatique. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, là pour le coup, ça nous est vraiment resté en travers de la gorge, parce que là vraiment... c'est venu 3 ans après, je crois, oui, le premier article date de 2012, donc l'été 2009, c'est l'été des suicides, et notre plainte date d'octobre. On a quand même été extrêmement surpris. On n'a jamais été approché par ce chercheur pour savoir quels étaient les éléments dans le dossier qui permettaient de considérer qu'il y avait un certain nombre de suicides liés au travail. Si on raisonne sur les chiffres, oui, on peut... C'est quand même tellement banal de le dire, mais on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Sur une période comme ça, c'est extrêmement difficile de raisonner en termes de statistiques sur des petits nombres. Donc on a dû vraiment... Alors, ce qui moi, m'a beaucoup étonné, c'est que je pensais qu'il avait ouvert un boulevard extraordinaire à la direction de France Télécom en disant « mais pas du tout, il ne s'est rien passé ». Ils ont été plus habiles d'une certaine façon que Gérald Bronner. Ils n'ont pas contesté la réalité des suicides et leur nombre. Ils ne pouvaient pas aller sur le terrain face aux gens. Mais ce que je reproche à Bronner, c'est qu'il a raisonné en termes statistiques sans jamais... Alors, j'ai horreur cette expression d'aller sur le terrain, mais d'aller voir un petit peu plus loin que ce que disaient les chiffres. Mais France Télécom ne s'en est pas servi. Néanmoins, nous avons dû, parce que c'était quand même dans l'air du temps, ça avait beaucoup frappé les esprits, c'est une illusion rétrospective. En fait, c'est le syndrome de Goethe, c'est-à-dire que voilà, le suicide, c'est un phénomène contagieux. C'est le nom de Werther. Werther, merci, je ne trouvais plus. Donc voilà, donc en fait ça veut rien dire parce qu'un suicide en entraîne un autre, puis que ça donne une idée à l'autre de se suicider, enfin le principe que je ne conteste pas. Oui, qui n'est pas faux non plus. Oui, mais il fallait quand même le recontextualiser, pardon. Et donc on a quand même dû passer une journée entière
à faire venir, nous, des gens, des sociologues, qui ont discuté la méthode de travail de Gérald Bronner, mais il n'y a pas eu de confrontation comme on l'aurait souhaité, puisque c'était quand même pas à nous de le faire citer comme témoin. Donc on a fait venir des sociologues qui ont discuté sa méthode de travail pour faire tomber cet argument qui, en réalité, consistait à dire que c'était rien passé, que c'était une bulle médiatique. En septembre dernier, le Conseil des prud'hommes de Paris a condamné le magazine Les Inrocks pour avoir licencié, je cite, sans cause réelle et sérieuse, son ancien rédacteur en chef David Doucet. Il avait été licencié pour faute grave à la suite de l'affaire dite de la Ligue du LOL. C'était un groupe Facebook qui rassemblait des journalistes et des communicants qui ont été accusés de harcèlement numérique. Sous la pression, Doucet avait admis avoir été l'auteur de 2 canulars téléphoniques dans le cadre d'une émission télé et avait fait amende honorable sur Twitter, en vain. Vous étiez son avocate lors de ce procès. Comment êtes-vous arrivé à le défendre ? Et comment des licenciements aussi abusifs peuvent-ils avoir lieu alors que l'employeur sait pertinemment qu'il perdra au prud'homme ? Et enfin, dernière question, pourquoi ne pas imaginer une association des victimes du journalisme ? Ah, c'est intéressant, ça. Oui, parce que pour moi, en tant qu'avocate, c'est très bien de travailler avec des associations. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un contact direct avec la personne qu'on défend. Mais en même temps, une association, ça permet de conceptualiser, de réunir les énergies, que les gens, qu'il y ait une entraide, qu'il y ait des confrontations entre les points de vue. Donc, ce serait très bien une association de victimes des journalistes. Mais cette affaire elle a été extrêmement difficile. Mais alors, vraiment, on ne s'attendait pas du tout à ça, en réalité, parce que les choses étaient assez simples. Vraiment, les Inrocks ont cédé à la pression folle des réseaux sociaux, terrorisés qu'ils étaient, parce qu'ils avaient fait cette couverture sur Bertrand Cantat quelques mois avant, donc il fallait redorer son blason féministe. Donc, ils se sont rués sur ce truc trop beau pour dire, non, on licencie David Doucet parce qu'il appartient à la Ligue du LOL. Bon. Ça n'avait pas de sens, donc je ne suis pas entrée dans ce procès avec beaucoup d'inquiétude parce que ceci paraît le vendredi dans la soirée et le lundi matin, quand il arrive à 9h du matin, tous ses réseaux sont coupés, etc. Et il est immédiatement convoqué et licencié. La directrice envoie une dépêche à AFP en même temps qu'elle le licencie. Donc, quand même, il y a des obligations, l'employeur, quand même, notamment de faire une enquête, de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est reproché, etc. Donc là, ils avaient été tellement trop contents de trouver une affaire pour sauver leur mise féministe que je n'avais pas trop d'inquiétude. Et là, si vous voulez, la surprise, c'est que les Inrocks, eux, ont constitué une machine de guerre contre David Doucet. C'est-à-dire qu'on a eu 20 témoignages de femmes sorties de derrière les buissons, dont l'une était la copine de l'autre, qui avait été la cousine du beau-frère, et un jour avait entendu dire que David Doucet avait des relations très étroites, mais pas vraiment, mais quand même, avec une stagiaire. Donc, si vous voulez, là, on avait une véritable organisation en face. Et que les Inrocks se soient prêtés à ça. Par exemple, curieusement, on retrouve dans cette procédure une telle qui fait partie des plaignantes contre Poivre d'Arvor. On retrouve, comme par hasard, je ne vais pas hésiter à la nommer d'ailleurs, Iris Bay, qui connaîtrait David Doucet, dont elle pourrait dire qu'il était un patron harceleur. Tout ça c'est venu de toutes parts, et il s'agissait incontestablement d'une organisation militante qui souhaitait faire avancer une cause au travers du licenciement d'un salarié, c'est-à-dire qu'on aboutit quand même à des choses folles. Et donc, ce procès a été extrêmement douloureux, d'abord parce que je pense que David Doucet est un garçon tout à fait délicieux. D'ailleurs, la preuve, ses aveux. Enfin, on lui dit, t'as été contre les femmes. Il dit, ah bon, voilà, non, je m'en étais pas rendu compte. Voilà, bah oui, d'accord. Enfin, ah bon, alors je m'excuse. Enfin, c'est un homme délicieux et délicat. Donc, je crois qu'il avait réuni énormément de témoignages de son côté pour dire qu'il avait
s'était toujours parfaitement comporté, qu'il avait 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou 7 ans, je ne sais plus, mais que beaucoup de ses collègues, 30 personnes avaient témoigné à tous les niveaux de la hiérarchie pour dire que c'était un homme qui avait un comportement tout à fait normal. Mais réceptionner, prendre connaissance de ces témoignages contre lui, des témoignages indirects de gens qu'il n'avait jamais rencontrés, de femmes qu'il ne connaissait pas, ou de sombres vengeances d'une collègue avec qui il avait fait une blague 5 ans auparavant, ça a été un deuxième effondrement. Et donc là, si vous voulez, je me suis dit, il faut aussi faire attention, parce que de toute façon, la question ne s'est pas posée, il fallait la déposer, cette procédure au prud'homme. Mais on prend des risques quand même quand on s'attaque à un employeur, ça de toute façon on le sait, mais un employeur qui a cette puissance de frappe au travers de militantes qui considèrent que le cas Doucet doit payer pour l'ensemble des hommes qui se conduisent mal à l'égard des femmes. Donc où on n'est plus dans le cas d'espèce, on est dans la généralisation, dans l'homme qui forcément, etc. Bon, tout ce discours qu'on connaît. Donc je pense que ces décisions étaient vraiment importantes parce que c'est quand même une alerte aux employeurs en disant « Attendez, vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement aux campagnes des réseaux sociaux. Vous avez quand même l'obligation d'enquêter, de prendre des précautions, de faire des investigations, de savoir ce qui s'est réellement passé. Ils ne pouvaient pas vous contenter de dire, comme l'a fait les Inrocks dans un premier temps, mais regardez tous les SMS qu'on a reçus. On s'en fout, les SMS que vous avez reçus. C'est pas le problème, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Chacun sait quand même aujourd'hui qu'une campagne sur les réseaux sociaux ne dit pas forcément la vérité sur ce qu'est la personne qui est accusée. Donc, voilà. Mais ça n'a pas été sans mal. Mais je dois quand même à la vérité de dire que cette décision de justice obtenue dans les larmes a finalement été une véritable victoire puisque les Inrocks ont accepté la décision. Ils n'ont pas fait appel. Et ça, c'était quand même... je crois qu'ils ont compris qu'ils avaient quand même un dossier qui était problématique, qui était trop militant, qui n'était pas un dossier sérieux. Alors, dans votre carrière, vous avez très souvent défendu des plaignants ou des victimes. Est-ce que c'est un choix ? Et est-ce que vous comprenez vos confrères qui, au contraire, sont attirés par les accusés ? Non, c'est pas un choix. Moi, j'ai pas de problème à défendre les accusés. C'est vraiment, là, pour le coup, je me suis pas dit un jour, je vais être avocate des victimes. La vie, c'est rarement comme ça. Déjà, avocate, il y a toujours quelque chose qui est lié au hasard. Là, en l'occurrence, la fac de droit était dans la rue chez mes parents. Donc, franchement, comme vocation, c'est pas terrible. Donc, les hasards ont fait que, au travers du dossier de l'amiante, où j'avais défendu des travailleurs de l'amiante qui étaient tombés malades, où on a engagé ce procès qui a duré des années et des années, on a créé une stratégie particulière. C'est-à-dire on s'est dit qu'au lieu de déposer un dossier qu'on irait porter jusqu'à la Cour de cassation, il fallait au contraire arroser toutes les juridictions de France du plus de dossiers possible pour qu'on prenne la mesure du caractère collectif du scandale qui s'était produit. Mais parce que quand on arrivait dans un village de Tian, par exemple, où il y avait une usine Eternit, les gens, on lui disait, mais il y a beaucoup de gens qui sont morts de l'amiante. Enfin, c'est quoi ? Non, mais venez avec nous au cimetière. Donc, on faisait des visites de cimetière. Effectivement, il y a des gens morts à 40 ans. Enfin, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais pourquoi on ne sait pas ça ? Enfin, donc, il y avait quelque chose d'invisible là. Et on s'est dit, la seule façon de le faire, c'est qu'on dépose des dossiers partout, quoi. Mais c'était une organisation épouvantable. Et puis, de toute façon, c'était des gens qui n'avaient pas de moyens du tout. Donc, il fallait leur dire, écoutez, on y va. Et puis, si on gagne, on verra à ce moment-là la question des honoraires. Et effectivement, cette stratégie a fonctionné. On a pu rendre visible cette catastrophe sanitaire qui était l'amiante. Et du coup, d'autres plaignants sont venus pour qu'on remette ce système en place. Donc on l'a fait sur les essais nucléaires, parfois ça n'a pas marché, les victimes des éthers de glycol, les enfants qui sont explosés, parce que la mère est explosée, c'est un dossier où on a échoué. Mais on sait petit à petit, cette expérience-là nous a permis de développer ce contentieux particulier et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est devenu un cabinet spécialisé dans la défense des victimes, mais pas, en général pas des victimes individuelles, c'est plutôt dans des contentieux collectifs. On ne cesse d'accuser la justice de laxisme.
Des états généraux de la justice viennent d'ailleurs d'être lancés pour, selon l'Élysée, remettre à plat l'organisation judiciaire dans cette perspective. Qu'en pensez-vous ? Alors, je crois qu'effectivement, notre société a un grave problème avec le fonctionnement de la justice. Il y a une judiciarisation que tout le monde constate. Enfin, je ferai simplement référence à la mise en examen d'Agnès Buzyn, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques sont menées sous le contrôle des juges. Non, le contrôle démocratique, c'est pas les juges, hein, c'est le Parlement, il y a des commissions parlementaires, mais c'est certainement pas la justice. Donc, il y a une crise, mais je dirais qu'elle est à tous les niveaux. Elle est effectivement au divorce désormais entre la police et la justice. Donc il faut rétablir, quand on dit la chaîne pénale, que la police n'ait plus ce sentiment que la justice, qui n'est pas d'ailleurs toujours laxiste, contrairement à ce qu'on pense effectivement, ce lien de confiance se rétablisse, qu'on se reconsidère la justice des mineurs, mais il y a aussi incontestablement un problème de moyens. Et je crois que la défiance aussi des justiciables à l'égard de leur justice tient au délai absolument inconsidéré qui prévalent. Si je reviens sur l'affaire de David Doucet, il a fallu 2 ans pour avoir une date de plaidoirie devant le Conseil des prud'hommes. Donc quand je dis que c'est une chance que les Inrocks n'aient pas fait appel, un appel, ça nous mettait à 4 ans, avec un pouvoir cassation à 6 ans, c'est indécent. Bien C'est-à-dire sûr. que la justice, et ça vaut pour la justice pénale, comme la justice civile, comme la justice prud'homale, les délais rendent les décisions, enlèvent tout leur sens à la décision de justice. Donc voilà, il faut repenser le système, incontestablement. Les décisions de nature politique sont quand même extrêmement inquiétantes. Cette peine de prison ferme pour Sarkozy sur cette affaire de corruption qui n'a pas existé, qui a été pensée mais pas vraiment et pas mise à exécution. Enfin, on arrive à des choses assez folles. Donc je crois qu'il y a effectivement un divorce grandissant entre la société et la justice et les politiques. Maintenant, je ne sais pas si Dupond-Moretti est la bonne personne. En tout cas, force est de constater qu'il y a un contentieux qui s'est ouvert avec les magistrats dès cette nomination, parce qu'il était un avocat et qui, en tant qu'avocat, avait dû affronter les juges, qui est quand même malséant. C'est quand même pas aux juges de choisir leur ministre. Donc, on voit bien que même au travers de cette nomination, le dysfonctionnement aujourd'hui de la justice qui incontestablement doit être remise sur ses pieds. Bien, Sylvie Topalov, merci beaucoup pour cette conversation passionnante. Et avant de nous quitter, je vous livre cette citation de la romancière P.D. James. C'est quand les gens commencent à dire la vérité qu'ils ont souvent le plus besoin d'un avocat. Très beau, très très beau. Merci. Et maintenant, ma chère Peggy, le moment est venu de passer à nos contrariétés de la semaine et je te laisse ouvrir la danse. Alors, ma contrariété de la semaine, alors déjà, je ne sais pas si c'est une vraie contrariété et si elle se limite à cette semaine. En tout cas, c'est un sacré turlupinage qui a été réactivé par un dossier du Figaro Magazine daté du 22 octobre. Donc cette enquête qui était en couverture est titrée « À gauche toute » et expose le gros manque de diversité idéologique des médias de service public, et en particulier des radios. Donc voilà, cette enquête est loin d'être irréprochable, mais c'est pas le sujet. Et j'aimerais surtout m'arrêter 1 minute sur une citation de Frédéric Tadei, donc qui a été notamment le premier invité des Contrariantes et qui a été animateur durant 10 ans d'émissions culturelles de grande écoute sur France 3 et France 2, avant de rejoindre Russia Today et Europe 1. Donc c'est une citation qui arrive en fin d'article, je vous la livre. Les journalistes du service public ont souvent une mentalité d'assiégés. Ils sont obsédés par les chaînes d'infos qui leur apparaissent populistes, par les antennes privées ou internationales qu'ils jugent évidemment propagandistes, et par les sites d'information sur Internet forcément complotistes. Ils s'estiment être les seuls journalistes objectifs. Donc cette notion de mentalité d'assiégé ou d'obsidionalité, pour mentionner un terme qu'on emploie que trop peu, mais vu comment il est difficile à articuler, ça se comprend. Cette notion de mentalité d'assiégé touche vraiment dans le mille, parce que c'est ce qu'on a lu dans beaucoup de réactions à cette enquête du Figaro,
où on a sorti comme soi-disant contre-argument, voilà, les trois pauvres chroniqueurs non de gauche qui interviennent sur des radios de service public. Et pour moi, l'exemple, j'y viens justement. Ah, merci. L'exemple, voilà. Teasing. Donc pour moi, l'exemple paradigmatique, c'est un tweet qu'a fait Julia Cagé le 22 octobre. Donc pour la présenter rapidement, elle est économiste, elle a été soutien déclaré de François Hollande en 2012, de Benoît Hamon en 2017, Hamon dont elle a été responsable du pôle économie pour sa campagne présidentielle et chargée notamment d'une mission sur la mise en place du revenu universel d'existence. Donc voilà, en gros, assez parfaitement dans la ligne France Inter et tutti quanti. Donc voilà ce qu'elle dit. C'est sûr qu'entre Étienne Gernel du Point une fois par semaine et pour varier les plaisirs, le mercredi, Alexandre Devecchio du Figaro, donc là elle commente par 3 points d'exclamation, France Inter fait la part belle à la gauche. Il vous faut quoi en plus? Une chronique de Sonia Mabrouk? Elle aurait pu dire une chronique de Peggy Sastre. Ouais. Donc voilà, j'exagérais vraiment pas en disant que deux intervenants de non-gauche, ça pouvait déjà être perçu comme trop, parce que là, on en envisage 3 et c'est l'apocalypse. Et c'est là, en fait, qu'on retombe sur le cœur de ma contrariété / turlupinage, c'est-à-dire à savoir comment est-ce que la polarisation qui est par ailleurs, et à juste titre, décriée, notamment avec tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, aux bulles de filtre, voilà, aux monocultures idéologiques, aux chambres d'écho, aux effets tunnels, aux effets silos, tout ce qu'on veut qu'ils peuvent générer, comment est-ce que cette polarisation peut être défendue, donc comme ici, par une intellectuelle, une universitaire, une chercheuse qui, si la nature était bien faite, devrait être assoiffée de pluralisme. Magnifique conclusion, merci beaucoup. Eh bien, ma contrariété, alors moi c'est une vraie contrariété, et je l'ai appelée la contrariété du « en même temps ». Pour la raison suivante, en fait, il s'agit de Jean-Michel Blanquer, qui est notre ministre de l'Éducation, qui vient de lancer une sorte de think tank, cercle de réflexion qui s'appelle Laboratoire de la République et qui cible notamment le wokisme. Alors, sous cette acception, on désigne cette idéologie qui nous est venue d'outre-Manche et outre-Atlantique et qui a une vision très identitaire des rapports sociaux, donc qui catégorise et même met aux prises les uns contre les autres les personnes en fonction de leur genre, de leur race et en général de tout ce qui peut les désigner comme des victimes. Et certainement pas comme des individus, mais des victimes qu'on peut regrouper en un certain nombre de groupes. Voilà, et c'est un thème qui nous intéresse beaucoup toutes les deux, on en parle presque une émission sur 2. Et alors, voilà, on pourrait trouver vraiment très bien que Jean-Michel Blanquer lance ce laboratoire. Donc, pour vous donner quelques détails, c'est un laboratoire qui doit remporter la bataille des idées en défendant l'humanisme et l'universalisme face au wokisme. La République est une boussole et une encre, a plaidé Jean-Michel Blanquer lors du lancement de ce réflexion. Il a annoncé que des commissions travailleraient sur plusieurs dimensions pour déboucher même sur des politiques publiques et tutti quanti. Donc on pourrait peut-être ironiser un petit peu sur cet ultime effet d'annonce républicain et en même temps, pourquoi pas, si c'est pour lutter contre les tendances identitaristes. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut quand même savoir que quelques jours avant, le même Jean-Michel Blanquer avait signé une circulaire qui s'intitule « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire ». Et là, on retrouve en fait dans cette circulaire tout l'appareil, tout l'outillage en fait woke concernant l'identité de genre et notamment la question des transgenres. Alors évidemment, il faut le préciser, il ne s'agit pas bien sûr de prétendre que c'est facile d'être transgenre à l'école, il ne s'agit pas de minimiser les souffrances de certains élèves.
En revanche, ce qui est très frappant dans le wokisme et dans cette circulaire, c'est qu'il y a vraiment la reprise de tout le vocabulaire identitaire qui consiste vraiment à considérer les gens d'abord comme appartenant à un groupe plutôt que comme des individus et qui vraiment utilise tout le champ lexical qu'on connaît, c'est-à-dire la transphobie, l'inclusion, la diversité. Donc il donne clairement des gages à la gauche woke. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé ma contrariété la contrariété du « en même temps », parce que là c'est un exemple vraiment pur en fait de « en même temps ». D'un côté on donne des gages à une idéologie et de l'autre on lance un think tank qui fait semblant de lutter contre cette idéologie. Voilà pour ma contrariété, Peggy. c'est grandiose et en fait ça me fait songer à une question que pareil je me pose souvent et c'est pas aujourd'hui qu'on aura la réponse. C'est est-ce que les politiques en fait lisent vraiment ce dont ils parlent, en fait, ont vraiment connaissance de ce dont ils parlent. Est-ce que c'est pas des espèces de robots qu'on programme un jour pour tenir un discours et un autre jour un autre, et qu'en fait, voilà, faudrait les retourner pour voir s'il n'y a pas des fils qui dépassent. C'est souvent l'impression que ça me fait, quoi. Les algorithmes ont pris le pouvoir. Tout à fait. Eh bien, voilà, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup, Peggy. Et nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la prochaine édition des Contrariantes.